Ce serait un livre aussi long que le Mille et une nuits, peut-être, mais tout autre. Sans doute, quand on est amoureux d'une œuvre, on voudrait faire quelque chose de tout pareil, mais il faut sacrifier son amour du moment et ne pas penser à son goût, mais à une vérité qui ne nous demande pas nos préférences et nous défend d'y songer. Et c'est seulement si on la suit qu'on se trouve parfois rencontrer ce qu'on a abandonné et avoir écrit en les oubliant les contes arabes ou les mémoires de Saint-Simon d'une autre époque. Mais était-il encore temps pour moi? N'était-il pas trop tard? En tout cas, si j'avais encore la force d'accomplir mon œuvre, je sentais que la nature des circonstances qui m'avaient aujourd'hui même, au cours de cette matinée chez la princesse de Guermantes, donné à la fois l'idée de mon œuvre et la crainte de ne pouvoir la réaliser, marquerait certainement avant tout dans celle-ci la forme que j'avais pressentie autrefois dans l'église de Combray, au cours de certains jours qui avaient tant influé sur moi, et qui nous reste habituellement invisible, la forme du temps. Cette dimension du temps que j'avais pressentie jadis dans l'église de Combray, je tâcherais de la rendre continuellement sensible dans une transcription du monde qui serait forcément bien différente de celle que nous donnent nos sens si mensongers. Certes, il est bien d'autres erreurs de nos sens qui faussent pour nous l'aspect réel de ce monde, mais enfin, je pourrais à la rigueur, dans la transcription plus exacte que je m'efforcerai de donner, ne pas changer la place des sons, m'abstenir de les détacher de leur cause à côté de laquelle l'intelligence les situe après coup. Bien que faire chanter la pluie au milieu de la chambre et tomber en déluge dans la cour l'ébullition de notre tisane ne doit pas être en somme plus déconcertant que ce qu'ont fait si souvent les peintres quand ils peignent une voile ou un pic, que le raisonnement déplacera ensuite de distances quelquefois énormes. Je pourrais, bien que l'erreur soit plus grave, continuer comme on fait à mettre des traits dans le visage d'une passante, alors qu'à la place du nez, des joues et du menton, il ne devrait y avoir qu'un espace vide sur lequel jouerait tout au plus le reflet de nos désirs. Et même si je n'avais pas le loisir de préparer les 100 masques qu'il convient d'attacher à un même visage, ne fût-ce que selon les yeux qui le voient et le sens où ils en lisent les traits, et pour les mêmes yeux, selon l'espérance ou la crainte, ou au contraire l'amour et l'habitude qui cachent pendant tant d'années les changements de l'âge. Même, enfin, si je n'entreprenais pas de représenter certaines personnes, non pas au dehors, mais en dedans de nous, où leurs moindres actes peuvent amener des troubles mortels, et de faire varier aussi la lumière du ciel moral selon les différences de pression de notre sensibilité, ou selon la sérénité de notre certitude, sous laquelle un objet est si petit alors qu'un simple nuage de risque en multiplie en un moment la grandeur. Si je ne pouvais apporter ces changements et bien d'autres dans la transcription d'un univers qui était à redessiner tout entier, du moins ne manquerais-je pas avant toute chose d'y décrire l'homme, comme ayant la longueur non de son corps mais de ses années, comme devant tâche de plus en plus énorme qui finit par le vaincre, les traîner avec lui quand il se déplace. D'ailleurs, que nous occupions une place sans cesse accrue dans le temps, tout le monde le sent. Et cette universalité ne pouvait que me réjouir, puisque c'est la vérité soupçonnée par chacun que je devais chercher à élucider. Non seulement tout le monde sent que nous occupons une place dans le temps, mais cette place, le plus simple la mesure approximativement comme il mesurerait celle que nous occupons dans l'espace. Sans doute on se trompe souvent dans cette évaluation, mais qu'on ait cru pouvoir la faire signifie qu'on concevait l'âge comme quelque chose de mesurable. Je me disais aussi, non seulement est-il encore temps, mais suis-je en état d'accomplir mon œuvre? La maladie qui, en me faisant comme un rude directeur de conscience mourir au monde, m'avait rendu service. La maladie qui, après que la paresse m'avait protégé contre la facilité, allait peut-être me garder contre la paresse. La maladie avait usé mes forces. Et comme je l'avais remarqué depuis longtemps, au moment où j'avais cessé d'aimer Albertine,
les forces de ma mémoire. Or, la récréation par la mémoire d'impressions qu'il fallait ensuite approfondir, éclairer, transformer en équivalent d'intelligence, n'était-elle pas une des conditions, presque l'essence même de l'œuvre d'art telle que je l'avais conçue tout à l'heure dans la bibliothèque? Ah, si j'avais encore eu les forces qui étaient intactes dans la soirée que j'avais alors évoquée en apercevant François le Champy. C'était de cette soirée où ma mère avait abdiqué que datait, avec la mort lente de ma grand-mère, le déclin de ma volonté, de ma santé. Tout s'était décidé au moment où, ne pouvant plus supporter d'attendre au lendemain pour poser mes lèvres sur le visage de ma mère, j'avais pris ma résolution. J'avais sauté du lit et étais allé en chemise de nuit m'installer à la fenêtre par où entrait le clair de lune, jusqu'à ce que j'eusse entendu partir M. Swann. Mes parents l'avaient accompagné. J'avais entendu la porte s'ouvrir, sonner, se refermer. À ce moment même, dans l'hôtel du prince de Guermantes, ce bruit de pas de mes parents reconduisant M. Swann, ce tintement rebondissant, ferrugineux, interminable, criard et frais de la petite sonnette qui m'annonçait qu'enfin M. Swann était parti et que maman allait monter. Je les entendais encore. Je les entendais eux-mêmes, eux situés pourtant si loin dans le passé. Alors, en pensant à tous les événements qui se plaçaient forcément entre l'instant où je les avais entendus et la matinée guermante, je fus effrayé de penser que c'était bien cette sonnette qui tintait encore en moi, sans que je puisse rien changer au criaillement de son grelot, puisque ne me rappelant plus bien comment il s'éteignait, pour le réapprendre, pour bien l'écouter, pour tâcher de l'entendre de plus près, c'est en moi que j'étais obligé de redescendre. C'est donc que ce tintement y était toujours. Et aussi entre lui et l'instant présent, tout ce passé indéfiniment déroulé que je ne savais pas que je portais. Quand il avait tinté, j'existais déjà. Et depuis, pour que j'entendisse encore ce tintement, il fallait qu'il n'y eût pas eu de discontinuité, que je n'eusse pas un instant pris de repos, cessé d'exister, de penser, d'avoir conscience de moi, puisque cet instant ancien tenait encore à moi, que je pouvais encore le retrouver, retourner jusqu'à lui, rien qu'en descendant plus profondément en moi. C'était cette notion du temps incorporé, des années passées non séparées de nous, que j'avais maintenant l'intention de mettre si fort en relief dans mon œuvre. Et c'est parce qu'elles contiennent ainsi les heures du passé que les corps humains peuvent faire tant de mal à ceux qui les aiment, parce qu'ils contiennent tant de souvenirs, de joie et de désirs déjà effacés pour eux, mais si cruels pour celui qui contemple et prolonge dans l'ordre du temps le corps chéri dont il est jaloux. Jaloux jusqu'à en souhaiter la destruction. Car après la mort, le temps se retire du corps et les souvenirs, si indifférents, si pâlis, sont effacés de celle qui n'est plus, et le seront bientôt de celui qu'ils torturent encore, eux qui finiront par périr quand le désir d'un corps vivant ne les entretiendra plus. J'éprouvais un sentiment de fatigue profonde à sentir que tout ce temps si long, non seulement avait sans une interruption été vécu, pensé, sécrété par moi, qu'il était ma vie, qu'il était moi-même, mais encore que j'avais à toute minute à le maintenir attaché à moi, qu'il me supportait, que j'étais juché à son sommet vertigineux, que je ne pouvais me mouvoir sans le déplacer avec moi. La date à laquelle j'entendais le bruit de la sonnette du jardin de Combray, si distant et pourtant intérieur, était un point de repère dans cette dimension énorme que je ne savais pas avoir. J'avais le vertige de voir au-dessous de moi, et en moi pourtant, comme si j'avais des lieues de hauteur, tant d'années. Je venais de comprendre pourquoi le duc de Guermantes, dont j'avais admiré en le regardant assis sur une chaise, combien il avait peu vieilli, bien qu'il eût tellement plus d'années que moi au-dessous de lui, dès qu'il s'était levé et avait voulu se tenir debout, avait vacillé sur des jambes flageolantes
et ne s'était avancé qu'en tremblant comme une feuille sur le sommet peu praticable de 83 années, comme si les hommes étaient juchés sur de vivantes échasses grandissant sans cesse, parfois plus hautes que des clochers, finissant par leur rendre la marche difficile et périlleuse, et d'où tout d'un coup ils tombent. Je m'effrayais que les miennes fussent déjà si hautes sous mes pas. Il ne me semblait pas que j'aurais encore la force de maintenir longtemps attaché à moi ce passé qui descendait déjà si loin, et que je portais si douloureusement en moi. Si du moins il m'était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne manquerais pas de la marquer au sceau de ce temps dont l'idée s'imposait à moi avec tant de force aujourd'hui, et j'y décrirais les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le temps une place autrement considérable que celle si restreinte qui leur est réservée dans l'espace. Une place au contraire prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément, comme des géants plongés dans les années, à des époques vécues par eux si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps.